Alors, suite à la demande générale, nous allons faire la vidéo pour la préparation des feta. Donc j'avais déjà fait un petit réel la dernière fois, mais là je vais le refaire avec la nouvelle tournée. Donc là on a 3 litres de lait. Donc il y a la traite d'aujourd'hui et d'hier. Il faut vraiment que le lait soit frais, surtout que là je le fais au lait cru. Donc il faut vraiment que ce soit un lait frais, quoi. Ne prenez pas un lait qui date, sinon ça va moins bien marcher. Avec un lait UHT, c'est moins bien quand même. Vous allez réussir à faire quelque chose, mais voilà, c'est moins bien. Donc il faut faire monter le lait en température très doucement. Donc là, moi, je vais vraiment faire ça tout doucement. J'ai le thermomètre qui est ici. Donc là, il est à 20 degrés, puisqu'il y en a la moitié que je viens de traire et l'autre moitié qui était au frigo. Donc c'est normal. Et on va monter entre 30 et 32 degrés. Alors là, j'ai sorti le petit lait de la précédente tournée de fromage. Je vais en mettre entre 45 et 50 ml, puisque c'est 60 ml pour... alors attendez, est-ce que je regarde? Ouais, normalement, c'est 60 ml de petit lait pour 4 litres. Donc là, comme j'ai 3 litres, je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre 45-50. Voilà, donc ça, c'est la partie ferment. Puisqu'en fait, pour faire votre fromage, vous allez devoir mettre les ferments et la présure. Les ferments, c'est en gros la population bactérienne. Et la présure, c'est ce qui va faire cailler le lait. Donc là, je suis à 32. Donc j'ai coupé le chaud. Je verse mon petit lait, vous touillez. Et je vais rajouter la présure. Je vais mettre 9 gouttes. Nous sommes 24 heures plus tard. Vous voyez que là, ça a pris. Donc dans certaines recettes, il faut que vous attendiez que sur le dessus, il y ait une couche d'une certaine population de bactéries qui se forme. Dans ce cas, on ne va pas faire ça. Là, on va juste récupérer le petit lait. En fait, j'ai tout un peu protocolarisé, on va dire. Donc, j'ai toujours ce bac avec mes petites faisselles. Ça, c'est les petites faisselles qui sont dans la multidélice. Sauf que je ne fais pas de faisselle à la multidélice. Là, je l'ai fait comme ça, là, comme vous allez voir. Là, j'ai 2 bocaux. Donc, un où je vais récupérer le petit lait et je vais rien en faire à part le laisser en petit lait pour la fois suivante ou pour une recette. Et le deuxième, c'est pour ma saumure, pour les feta en fait. Pour les garder, normalement, il faut une saumure à 7%. Et il faut la faire au moment là où on va les mettre à sécher. Donc là, bon là, il est presque minuit, donc je le ferai demain matin. Mais sinon, vous faites votre saumure à ce moment-là pour que ça commence à fermenter, quoi, quand vous allez mettre vos feta. Donc celui-ci, je le laisserai à l'air libre. Et celui-là, je le mettrai au frigo. Donc j'ai tout simplement rempli ces petites faisselles. Je l'ai disposé sur cette grille. Ça, c'est, je crois, les grilles qui sont utilisées pour les pains au chocolat. Et ça tombe dessous dans ce bac. Et ensuite, par-dessus, je vais venir mettre exactement le même bac que celui-là. Retourner pour faire comme un couvercle, en fait. Là, vous entendez, il est en train de s'égoutter. Donc là, en fait, le couvercle, c'est juste pour que les mouches ne rentrent pas dedans, en fait. Donc je le pose sur la grille et il faut que ça rejoigne bien celui qui est en dessous, bien en face, quoi. Et voilà. Donc là, c'est moi qui fais comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire avec ces objets-là. Hein. C'est juste parce que je fais avec ce que j'ai dans ma cuisine. Ça, c'est des plats Ikea que vous pouvez passer au four et qui ont un couvercle, en fait, pour que vous puissiez le mettre au congélateur. C'est ceux que j'utilise quand je fais, par exemple, des lasagnes, des choses comme ça en grande quantité et que je les congèle. Ils sont très bien parce qu'en fait, ils sont exactement du même volume que la multidélice de chez Seb. Donc comme ça, c'est les petites faisselles de la multidélice, ça loge pile poil dedans, vous voyez, il n'y a aucune perte d'espace. Et donc là, je vais les laisser s'égoutter tranquillement jusqu'à demain. Et demain, enfin dans 12 heures, à partir de minuit, donc à midi demain, je vais les retourner. Et ensuite le soir, vers 11 heures, je vais les saler et les remettre encore à sécher sur la grille. Je les ai retournés il y a 12 heures, donc ça a bien séché. Maintenant, donc si vous voulez faire des feta, moi je coupe en dés pour que ça sèche bien, que ça devienne dur en fait. Là, je vais couper en 4 et je sale. Et là, par contre, je vais les garder en cabécou, ceux-là, pour faire sur chèvre chaud avec une salade. Et donc là, je vais juste saler comme ça et les ranger. Là, en ce moment, tous les soirs, il faut récolter les framboises jaunes. Ça mûrit extrêmement vite. Des fois, je me demande même si le fait de me retourner, il n'y en a pas déjà qui remûrissent. C'est juste dingue. Il y en a vraiment beaucoup. Cette année, tous les petits fruits rouges, même tous les fruits ont vraiment bien marché. Hein, vous voyez, il y en a jusque là-bas. Les petits fraisiers aussi sauvages. Vous voyez, tout ça, là, ça se mange. C'est super bon. Il faut que ce soit vraiment bien rouge foncé pour que ce soit très parfumé. Et là, j'en ramasse tous les 2 jours pour les petits fraisiers des bois.
Et d'ailleurs, elles sont plus grosses que d'habitude, hein. Donc là, je pense que le climat a été favorable à ces petites fraises des bois. Et ça s'est bien étendu, ça fait un petit couvre-pied pour... donc là, c'est un pêcher pour les arbres fruitiers. Donc là, on a un pêcher et une vigne de Chine. Donc ça permet en fait d'endiguer un petit peu la mauvaise herbe qui est au pied, quoi. Les graminées vont être toujours un petit peu plus concurrentielles que les fraisiers. Donc ça s'entend très bien, les fraisiers. Et ils ont besoin d'un peu de soleil, mais un petit peu d'ombre aussi. Donc ça, je trouve qu'ils se développent bien là-dessous. Vous voyez, ça fait une vraie petite boule. Donc au niveau des pruniers, vous voyez qu'il y a énormément de prunes. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les jours je passe et j'enlève toutes les prunes qui sont pas parfaites pour vraiment gagner du poids. Et puis il y en a qui tombent toutes seules, vous voyez. Mais il y en a qui ne tomberaient pas par elles-mêmes, mais qui vont avoir des défauts, comme celle-là. Bah, du coup, celle-là, je vais la couper et l'enlever, parce que je préfère en fait que ça fasse pousser celles qui sont pas abîmées, plutôt que celles qui sont abîmées, quoi, au risque que la branche elle casse. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte là, mais toutes les branches sont complètement arquées. Alors j'ai mis plein d'été partout, vous voyez là, j'ai mis des petites perches de châtaignier, là aussi. Enfin voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Maintenant ça suffit pour ce soir. Le reste je continuerai de ramasser demain. Il y en a qui sont entre le mur et pas tout à fait. Tiens, je vois, c'est marrant parce que cette année, il y a vraiment des trucs qui ressortent, qui avaient disparu depuis longtemps. C'est incroyable, ça. C'est de la menthe pomme. C'est dingue que ça ressorte maintenant. C'est très très doux, extrêmement doux. Tiens, je vais faire des boutures parce que ça avait disparu de mon jardin. Là, c'est ressorti. Alors que bizarrement, avant, la menthe était bien à découvert. Tout lui allait bien. Et là, elle est complètement envahie de framboises et pourtant, elle pousse bien. Donc là, je vais faucher toute la consoude et je vais m'en servir pour pailler. Il y en a vraiment beaucoup trop. Et je veux dégager un petit peu les pruniers qui sont derrière et qui ont de très belles prunes. Regardez. Hop. Qui sont très grosses d'ailleurs. Elles sont vraiment belles. Donc je vais couper tout ça pour dégager puisque là, en fait, elles ont fini de fleurir, vous voyez. Là, tout ça, c'est fané. Là, il reste des petites fleurs. Mais il n'y a plus rien qui vient le butiner. Puis de toute façon, là, il y a les châtaigniers qui vont fleurir. Donc mes abeilles, elles ont de quoi faire. Il n'y a pas besoin de 3 feuilles il n'y a pas besoin de 3 fleurs de consoude. Donc je fauche tout, je paille. Je vais vous faire le avant-après parce que, à mon avis, ça va être sympa. Ça va tout dégager. Attention, vous êtes prêts. Magie de YouTube. Ah, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu que la poule sorte. Attention. Tac. Et voilà. Tout est fauché par terre. Donc vous voyez que ça fait quand même une grande quantité. Donc là, je vais pouvoir aller le mettre au pied de ce qui en a besoin, ce qui a besoin de potasse surtout. Donc là, ça va repartir. Ça va, je pense, refaire une petite floraison. Regardez mes petites olives. Elles commencent à se former. Ça a permis de dégager un petit peu mes petits pieds de tomates qui commençaient à se faire envahir là au milieu. Surtout, ça m'a dégagé la vue sur mon jardin derrière. Donc vous avez l'impression que c'est un élan de fouillis, mais pas du tout en fait. Si on se rapproche, on voit que c'est que des choses comestibles. C'est vraiment tout rempli, c'est dingue. J'ai vraiment des trucs partout là. On voit même plus les rangs dans ce sens-là. Regardez-moi tous ces fruits, sérieux, sur le groseillier. Il est énorme. Vraiment des très gros fruits. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est quasi aussi gros qu'une petite prune, quoi. Et les groseilles à macro, c'est meilleur. Les groseilles à macro comme ça, c'est meilleur que les petites groseilles. Parce que c'est moins acide. Ça a vraiment plus le goût d'une prune. Je vais vous montrer par rapport à une groseille normale, la différence de taille. Oh, bah alors là c'est un bon exemple. Ça, c'est la variété Rovada. C'est la plus grosse de toutes les groseilles. Et je vais aller vous chercher une gloire des sablons pour vous montrer vraiment les différences, de calibre. Allez, on va essayer de prendre la plus grosse des gloires des sablons. Voilà. Gloire des sablons. Rovada. Donc la Rovada n'est pas rose, hein. Là, c'est que la Rovada n'est pas mûre. Sinon, elle est bien rouge. Mais vous voyez que la Rovada, c'est déjà un calibre plus important que la gloire des sablons.
Et alors là, gros Yamacro, rien à voir, vraiment beaucoup plus gros. Et ça, c'est la variété, je me souviens plus. Il me semble que c'est un truc qui veut dire gros, gigante, ou alors Americana peut-être. Alors, c'est la variété Germania. J'ai associé Germania, je me suis dit c'est un nom de pays. Je me suis dit comme c'est un gros fruit, c'est Americana. Oh là là, je suis méchante. Mais qu'est-ce que la vie est belle. Ah, en ce moment, franchement, il m'arrive plein de merde en ce moment, vraiment. Non, parce que en ce moment, ça me fait tellement de bien d'être dans mon jardin. Il m'arrive mais tellement de trucs merdiques, indépendants de moi-même. Hein. Je veux dire, sur mon entourage. Alors, heureusement que j'ai mon jardin et mes animaux, quoi. Hein, parce que sinon, allez, on va enlever un peu de herbes. Là, les pavots, ceux-là, ils sont pas encore ouverts. Ceux-là, ils ont fini leur petite vie, ils vont sécher. C'est tellement joli. Ça pousse tout seul, ça. Si j'en oublie quelques-uns, ça va se ressemer, ça repousse tout seul. Oh, mais c'est beau. Regardez, en plus d'être nourrissant, c'est beau. C'est merveilleux. Enfin là, je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'être dans... C'est vraiment le mot abondance, en ce coup-ci. Il y en a qui l'utilisent comme ça. Mais là, vraiment, c'est le cas. Hein. C'est très joli. Là, quand la nature vous offre des choses si belles à regarder, là, on dirait limite des petites perles, des petits bijoux. En fait, c'est... Et celle-ci, elle va bientôt faire, je pense. C'est celle qui a fait les 2 agneaux. Bah, vous voyez, ces deux-là. Elle les a fait en décembre et elle en avait fait un en février. C'est Polochon, celui qu'on aimait trop et qu'on a vendu pour qu'il serve de bélier reproducteur puisqu'il se battait avec notre bélier. D'ailleurs, là, notre bélier, là, malheureusement, le bélier, on va le tuer parce que il est devenu violent. Au départ, je voulais juste le vendre en tant que reproducteur pour éviter la consanguinité. Mais en fait, il est trop violent. J'ai peur de le vendre à quelqu'un et qu'après, ça soit dangereux, quoi. Moi, j'aime pas en fait vendre des animaux qui sont pas bien, quoi. Vraiment, qui sont pas cool, etc. Me débarrasser d'animaux, en gros, qui sont problématiques. Donc, ce bélier, le problème, c'est qu'il a été très gentil pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et là, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a commencé à charger. Mais quand je vous dis charger, c'est charger tout, c'est-à-dire charger les agneaux, charger les brebis, charger les chèvres, les chevreaux, les vaches, nous-mêmes, le bac d'eau, tout ce qui, même des arbres, en fait, tout ce qui passe par sa tête, il faut qu'il le charge, en fait. Donc, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'en dehors de ça, il est agréable. Je vois qu'il ne fait pas ça par pure méchanceté, mais c'est trop dangereux, quoi. Les autres animaux souffrent en sa présence. On peut pas le laisser tout seul parce que sinon, il démoralise. On peut pas le vendre parce qu'il va faire la même chose chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est compliqué, quoi. Vraiment très compliqué. Celle-là, je me méfie maintenant parce que ça se voit pas beaucoup quand elle va faire. Hein. Autant il y en a où la vulve est vraiment très très gonflée, longtemps en avance, etc. Elle, ça se voit pas beaucoup. Je me souviens que la dernière fois, je m'étais fait avoir. Je m'étais dit, oh là là, ça va être bientôt. Et en fait, c'était carrément l'après-midi, quoi. Et en fait, je me repère maintenant à sa fatigabilité. C'est-à-dire que quand elle commence à être vraiment très fatiguée, à rester couchée, etc., en général, c'est qu'elle va faire dans la journée. Là, à mon avis, la mise bas est imminente. Donc, je surveille bien. Donc là, on voit que le ventre est rond et bas. Et comme celle-ci, c'est pas une primipare, on voit pas toujours, en fait, la vulve est légèrement gonflée, vous voyez, mais c'est pas non plus un truc de fou. On a une autre race, et surtout quand c'était leur première fois, c'était beaucoup plus gros. Là, c'est pas si gros que ça, et le pis, pareil, il est pas complètement congestionné, on voit qu'il est bien gros. Là, quand je le touche, il est souple, donc normalement, c'est pas imminent. Et ensuite, on regarde au niveau de la vulve. Alors, ça veut rien dire. Je sais que chez elle, ça veut rien dire. Là, on voit que ça commence en fait à être gonflé, mais ça peut l'être beaucoup plus. Hein. Donc, voilà, là, pour l'instant, ça peut être à peu près normal. Mais elle souffre de plus en plus, donc je pense que ça va être bientôt. Alors là, même si tous les signes classiques de l'imminence d'une naissance ne sont pas, entre guillemets, activés, je connais très bien mes animaux, j'observe énormément, donc je les connais en fait. Et je sais que cette brebis, il faut pas que je me fie aux signes classiques qu'on va retrouver dans les livres et que je retrouve sur mes autres brebis. Là, je décide du coup de mettre la caméra pour surveiller toute la nuit. En plus, j'étais malade, donc j'ai vraiment pas très bien dormi de la nuit, donc j'ai pu surveiller toute la nuit, quoi. Donc on peut quand même observer déjà à la caméra qu'elle est assez anxieuse
comparé aux autres brebis, elle ne se tient pas pareil en fait. Elle bouge très peu, elle reste fixe ou alors tout d'un coup elle va se mettre à tourner en rond. Et on peut le voir aussi au niveau des oreilles. Les oreilles sont un peu tendues vers le bas ou des fois elles peuvent être carrément en arrière. Ça peut être un signe de souffrance en fait, où elle ressent en gros qu'elle a mal au ventre sûrement. Donc ça en fait c'est aussi un signe qui peut vous montrer en fait que la mise bas est imminente. Bien entendu, il faut surveiller vos mises bas parce que moi ça ne s'est pas produit, il n'y a jamais eu de problème, mais il peut toujours y avoir un problème, sachant qu'en plus cette brebis a déjà fait au mois de décembre, donc elle n'est pas forcément remise, on va dire, complètement de ses émotions. Donc je me dis que elle est peut-être plus faible que d'habitude et que peut-être que cette mise bas pourrait avoir des problèmes, ce qui n'a heureusement pas été le cas. Et donc ça ne s'est pas passé la nuit, mais au petit matin. Mais j'avais bien vu hier soir que c'était imminent. Je vous ai quand même tourné des vidéos, des signes en fait annonciateurs de la mise bas. Elle était belle, il y a une petite femelle et un petit mâle. Donc là, en un an et demi, elle nous a fait 5 agneaux quand même. Hein. En plus, hier, je vous disais que justement, cette brebis, ses signes évocateurs sont très tardifs. Par exemple, le fait que le pis soit souple ou pas. Hier, je vous ai montré, il était vraiment ultra souple. Donc normalement, ça aurait pas dû être éminent. Mais j'ai déjà remarqué que celle-là, en fait, ça veut rien dire du tout. Alors que mes 2 autres brebis, elles, par contre, avant la mise bas, même plusieurs jours avant, elles ont le pis, mais gonflé, tout veineux et œdémacié, vraiment dur. Et elles, c'est pas le cas du tout, quoi. Et pareil, la vulve n'était pas non plus énormissime. Ça tétouille là. Ça tétouille. C'est trop mignon. Donc voilà la tête du magret. Donc là maintenant il est assez sec, je vais le mettre dans une boîte. Donc là j'ai acheté ce truc là. C'est en fait pour couper en fines tranches de jambon. Ça coupe vraiment super bien le truc, je suis trop contente. Ça permet de faire des tranches toutes fines. Vous pouvez régler bien sûr l'épaisseur comme vous voulez. Et du coup c'est bien parce que ça vous consomme moins de magret en fait de le couper tout finement. Et ça coupe vraiment super bien. Vous faites attention à vos doigts. Bien mieux qu'au couteau. Moi au couteau j'arrive pas à faire des tranches aussi fines. Alors je sais pas si c'est parce que mon couteau est pas assez aiguisé. Mais en tout cas voilà. Alors je vous montre les petites tranches que ça donne. C'est tellement satisfaisant, je sais pas pourquoi. Vraiment, j'aime trop. C'est trop beau. J'ai l'impression que c'est un truc de fou. Donc voilà, ça on va le manger avec nos pommes de terre. C'est vraiment super satisfaisant de se dire que c'est le magret qu'on a fait. Donc là, il y a un petit peu de gras, mais c'est pas grave. On mange aussi le gras. On gaspille rien. Voilà, ça avec les petites pommes de terre. Voilà la tête que ça a. C'est super beau, regardez-moi ça. Donc c'est pour ça que je veux vraiment faire... de faire le magret, ça m'a fait un déclic. C'est pour ça que je veux vraiment faire plus de canard barbarie. Parce que ça, vous pouvez pas le faire avec du poulet, quoi. Et c'est vraiment satisfaisant, quoi. Quand vous avez vraiment pas le temps de faire cuire quelque chose ou quoi, vous prenez entre guillemets, vous prenez des petites tranches de magret comme ça avec des pommes de terre et une salade. Mais c'est une tuerie comme repas vite fait, quoi. Donc ça, vraiment super bien, je trouve, pour l'autonomie. D'autant plus que si vous en faites en grande quantité et que du coup, on peut les mettre sous vide, on va pouvoir le conserver longtemps. Apparemment, c'est au moins 6 mois. Donc c'est vraiment cool, ça. Vraiment super cool. Je sais plus exactement où je l'ai acheté, ce truc, mais c'est la marque Jupiter. Le truc, c'est Jupiter. Il est vraiment bien. Franchement, il est bien fait, ça fait plaisir de... Donc là voilà, là j'ai fait au plus fin. C'est vraiment super cool, ça fait vraiment texture jambon, quoi, dans une salade. C'est juste parfait. Et ça permet d'en utiliser moins, vous avez l'impression d'en manger plus pour la même quantité. Alors là, les fraises, du coup, arrête. Là, Abdel, il avait mis les fraises sur des plateaux, les plateaux du déshydrateur qu'on a mis au congélo pour qu'elles puissent bien congeler séparées. Et du coup, comme ça, après, on peut les mettre dans une grande boîte. Et ça, on va le garder pour l'hiver. Donc là, je vous ai pas montré, on a mis 1 kg et quelques de groseilles roses au congélateur. J'ai mis de la framboise aussi au congélateur je m'étais dit que l'hiver, on pourra se faire des smoothies et tout, parce que c'est vrai qu'on manque de fruits pour l'hiver. Enfin, je veux dire, vous allez avoir pommes, poires, choses comme ça. Mais ça manque, quoi. Ça manque vraiment.
Donc du coup, je vais quand même faire un petit peu de sirop là parce qu'il y a beaucoup de cassis et le cassis, je trouve que cru comme ça, c'est pas bon. À part le sirop de cassis, il n'y a rien que j'aime avec le cassis. Oh, Abdel, il a recueilli des petites branches de frêne. Alors aujourd'hui, il faut qu'on fasse full récolte parce que là, il y en a trop un peu partout et il y en a plus que ce qu'on consomme tous les jours. Donc il faut vraiment que je ramasse à fond, sachant qu'en ce moment, je suis un petit peu malade. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis très rarement malade. Et là, j'arrête pas d'avoir des bouffées de chaleur ou alors des frissons et des courbatures partout alors que j'ai pas fait plus de sport que d'habitude, voire moins vu que je suis pas bien. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais je vais en profiter du coup pour faire toutes ces petites récoltes puisque là j'ai pris une chaise et je suis posée tranquille. Donc je vais ramasser tout ça tranquillement en espérant pas être trop inconfortable. Alors les petits fruits c'est bien, ça permet d'avoir des récoltes abondantes dès le départ quoi, sans forcément avoir besoin d'attendre autant d'années que pour des pommes, des poires, etc. Mais par contre c'est très long à ramasser, d'autant plus que là toutes les petites baies ne sont pas mûres en même temps. Vous voyez que là il y en a encore des blanches. Si j'attends trop, les plus vieilles vont vraiment pas être belles, donc là je les ramasse quasi une à une quoi, au lieu de cueillir toute la grappe, donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, pour l'instant j'en suis là. Pendant qu'elle est en train de ramasser les groseilles, moi je suis en train de ramasser les framboises. Et c'est la variété Zeva. Alors le ragoût minier, lui aussi, il commence à porter ses fruits. Donc je vais goûter pour la première fois et vous dire si c'est bon ou pas. Bah oui. Pourquoi vous m'avez dit que c'était pas bon? C'est meilleur qu'une groseille. Je dirais que ça... Le goût... Alors ça ressemble à une groseille. Mais avec le goût d'une cerise. Vous voyez? C'est vraiment le goût d'une cerise. Mais c'est trop bon. Franchement, faut pas vous écouter, hein. Vous êtes de mauvais conseils. Très bon. Et au milieu, il y a un petit noyau par contre, comme ça. Vraiment comme une cerise en fait, hein. Un tout petit noyau. Attends, je vais peut-être garder les noyaux pour les ressemer. Je vais les balancer par terre. Mais je vais en garder. Trop bon. Regardez, il y en a pas mal pour un petit arbre comme ça. Oh non, mais cette année, franchement, c'est trop cool. Trop cool. Alors, faut que ce soit bien mûr. Peut-être que vous les avez goûtées, elles n'étaient pas mûres. Parce que là, elles sont bien mûres. C'est trop bon. Trop bon. C'est comme une groseille. Mais une groseille qui ne serait pas... vous savez, l'espèce de petite amertume de la groseille. Je valide. Vous pouvez planter le ragoût minier. Là, il y en a partout dans le jardin. Regardez. Partout. Les fruits sont magnifiques. Alors que, bien sûr, il n'y a aucun traitement. Hein. Vraiment, cette année, c'est très bien. J'ai eu un peu de pucerons. Mais ils n'ont pas été sur les trucs importants pour moi, en fin de compte. Donc, regardez comme c'est beau. Vu d'ici, ça fait comme un tableau de toutes les couleurs. Et là, tout ce que vous voyez, à part les petites fleurs jaunes en premier plan, là, qu'il faut que j'enlève, c'est des petites mauvaises herbes. Tout le reste, c'est que de l'alimentaire, quoi. C'est un truc de fou. J'aime trop. En cette saison, le jardin il est magnifique. Ça fait tout bizarre de se dire que l'hiver, il n'y a quasi plus rien, quoi. Quand on voit tous les petits fruits, là, sur des arbres qui sont quand même... assez jeune, c'est vraiment très généreux cette année. Là on a les pommiers, vous voyez. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi ça. Ah celui-ci aussi, il en a plein. En fait, je sais pas si c'est vraiment des griottes, hein, parce qu'elles sont bonnes quand même. Hein. Et ceux-là, ils sont vraiment pas malades, je trouve, comparé aux autres variétés bien fruitières. C'est bizarre. En fait, comme j'ai jamais goûté de griottes, je sais pas. Mais franchement, pour des petits cerisiers, ils en ont pas mal, je suis contente. Oh là là! Regardez-moi ça! Il y en a plein! Mais vraiment, en ce moment, c'est vraiment marrant, satisfaisant. On a vraiment plein de fruits de toutes sortes, quoi. Vraiment un truc de dingue. En fait, l'autre jour, quand on disait qu'elles étaient amères, c'est qu'elles étaient pas mûres. Là, elles sont vraiment bien noires, elles sont très bonnes. Peut-être faire un clafoutis au lait de chèvre. Ça aussi, c'est un arbre de Aldi. Comme j'étais pas sûre que ça allait se faire abîmer par les poules ou pas, j'avais pris des arbres pas chers à Aldi, ils étaient à 1 € et quelques. Et ça a vachement bien donné.
Je sais pas si vous vous souvenez, au départ, c'est ceux qui étaient plantés côté quand j'avais la jument, là, côté chevaux, mais là, elle les a un peu malmenés. Donc j'en avais déplanté pour les mettre aux poules. Là, en fait, on plante un arbre à 1 ou 2 euros. Et chaque année, après, tu récoltes. Les cerises, je sais pas combien c'est le kilo. Cerises bio, à mon avis, ça doit être cher. Surtout que celles-là, elles sont vraiment belles. Elles sont petites, mais belles. Cerises bio, je vais regarder sur Google. En fait, ça va, c'est moins pire que les fruits rouges, genre framboises et tout, qui est à 35 euros le kilo. Là, c'est 7,50 € le kilo en bio et 3,50, 4 euros et quelques en pas bio, donc ça va. Mais quand même, déjà en 1 kilo, vous avez rattrapé le prix de l'arbre, quoi. Donc là, il faudrait que j'achète un petit moulin à fruits rouges, là, enfin un presse-fruits. Une petite presse, là, un moulin presse. Mais, Donc là, je suis en train de bien presser dans un chiffon pour que tout le jus sorte bien et qu'il reste vraiment pas de pépins. Et extirper le maximum de jus. J'écrase un peu les baies parce qu'il y en a certaines qui n'ont peut-être pas fini de bien éclater. C'est bon. Donc là j'ai 1,3 kg de jus, donc je vais faire avec 1,3 kg, j'ai mis un peu moins, 1,2 kg de sucre. D'ailleurs, il faut trop que je trouve un réfractomètre pour calculer vraiment le Brix du fruit, ce qui permet en fait de mettre pile poil la quantité de sucre qu'il faut pour la conservation, sachant que nous en fait comme on ramasse les fruits bien mûrs, je pense qu'ils sont bien sucrés et que ça se trouve on n'a pas besoin de mettre autant de sucre que ça pour que ça se conserve. Bon, c'est pas trop grave, hein, on n'est pas au kilo de sucre près, mais quand même, si on veut vraiment être dans une démarche où on économise le sucre au maximum, ça serait bien d'avoir ce petit appareil. Je crois alors sur le Bon Coin, j'avais regardé, on doit pouvoir en trouver entre 20 et 30 € sur le Bon Coin. Allez, donc là on va monter à ébullition, enlever l'écume et attendre en gros qu'il y ait la gougoute et puis voilà. Alors là je vais ramasser toutes les patates pour la semaine parce que les feuillages commencent à vraiment pas être beaux, vous voyez. Donc là j'ai ramassé ça, je sais pas combien il y a, 2 ou 3 kilos, bon plus que ça. Je pèserai tout à l'heure. Bon, il y a des calibres bons, après il y a des petits calibres minuscules. Mais ça c'est parce que forcément le pied n'était pas arrivé au bout. Donc il reste des petites, mais il y en a des honorables. Pour de la patate que j'ai pas plantée, c'est pas mal. Là on est déjà à presque une dizaine de kilos en patate primeur, sachant que j'ai ramassé pour l'instant que celles qui présentaient des signes de maladie. Mais il y en a, vous voyez là-bas, là, les fleurs violettes qui sont encore très bien. Donc ça j'ai pas touché. Celle-là là-bas aussi, je crois que c'est des patates qui... Non, celles-là je crois qu'elles sont pas ressorties. Celle-là là-bas, je sais plus si c'est moi qui les ai plantées ou pas. Ça va où ça? Là. Il y a trop de fourmis rouges ici, c'est vraiment pénible. Oh là, elles ont l'air d'être belles là aussi. Oh là 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 là. C'est quoi la variété que j'ai mis ici? C'est énorme. C'est des patates de malade. Donc du coup ça plus 3,5 kg, ça fait 7,870 kg. Ça fait un peu beaucoup pour la semaine. Donc je pense qu'on va en couper en frites, les blanchir, les passer au congèle pour la semaine prochaine. Comme ça la semaine prochaine j'en ramasse pas et ça sera tout prêt pour les jours où on travaille. En fait essayez de vous avancer parce que si vous préparez pas des trucs en avance, là du coup Abdel il est en train de commencer et après je vais vite dès que j'aurai fini cette vidéo. Donc du coup, préparez bien des trucs en avance parce qu'en fait, c'est long quand même de faire des plats à partir de vos produits bruts. Et quand vous travaillez à côté et que vous êtes dans le rush, vous n'allez pas avoir le réflexe en fait vous n'aurez pas le temps en fait de faire vos plats autonomes si c'est pas déjà à un minimum prêt, soit en bocaux, soit au congélateur. Donc faut vraiment vous organiser, en gros faire une sorte de batch cooking, c'est comme ça qu'on dit batch cooking, pour tout préparer en avance quoi. Bon allez, on va faire un petit tour de la serre pour voir un petit peu où ça en est au niveau des tomates, des poivrons. Alors, plusieurs choses.
Déjà pour répondre à tous ceux qui m'avaient dit que le fait de planter en mars, comme ils vont subir du froid et même moi des gelées, hein, c'est descendu à moins 3,5. Donc les petits semis n'ont pas gelé, les feuilles sont devenues violettes, mais ils ont très bien repoussé. Donc on m'avait dit retard de croissance, pas du tout. Regardez la taille qu'ils ont. Ils sont hauts jusqu'au plafond, donc là ils font je dirais 2,30 m de haut. Sachant que ceux qui n'ont pas eu les gelées, ceux-là je crois, qui eux en fait sont nés de semis spontanés dans la serre, vous voyez qu'ils sont un petit peu en retard puisque forcément ils sont nés après cela. Mais pas de retard de croissance. Ensuite, vous m'avez dit fruits déformés et fleurs déformées. Alors ça, je pense que ce n'est pas vrai quand le plant est tout jeune. Par contre, c'est vrai que fin avril, début mai, ça s'est pris quand même des températures assez froides. Et ça, par contre, je pense que c'est possible que c'est joué sur certaines fleurs, puisque j'ai que 2 tomates qui ont ce problème-là. Après, c'est pas forcément dû à ça, c'est peut-être la variété. Je vous zoome. Vous voyez, ces 2 grosses là, elles ont un truc tout bizarre. Et ça, je pense que c'est quand même un problème dû à la fleur, puisqu'effectivement, j'ai eu ce qu'on appelle la fleur... mince, j'ai oublié comment vous appelez ça. La fleur patte de chat ou un truc comme ça. Enfin, il y a le mot chat dedans. Donc voilà, sinon, sur toutes les autres tomates, absolument aucun souci. Ensuite, je reviens je suis désolée, je suis obligée de vous le filmer comme ça en zoom 0,5 puisque j'ai un des objectifs qui est cassé. Donc ça fait une grosse tache dessus. Donc, quoi d'autre ? Les tomates se développent bien. Au tout début, j'avais des micro-soucis de pollinisation sur les toutes premières fleurs parce que je n'avais pas secoué. Et là, maintenant, j'ai trouvé une technique pour tout secouer en même temps. En fait, comme j'ai fait des tuteurs comme ça horizontaux. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je passe un coup et je fais ça. Et en fait, vous voyez que ça fait vibrer tout le monde. Et là, de ce côté, pareil, comme ça. Et ensuite, je fais pareil là-bas. Et donc, en fait, en gros, en 3 actions de quelques secondes, j'ai fait vibrer toutes les fleurs. Puisque vous savez qu'en fait, en gros, ça remplace la traditionnelle pichenette pour que les fleurs se pollinisent bien en serre quand il n'y a pas assez de vent. Donc quand il y a du vent dehors, comme en fait c'est ouvert en haut et qu'elle est petite, le vent s'engouffre dedans, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que quand je vois que c'est des périodes où il n'y a pas du tout de vent, allez hop, je mets un petit coup dans les cannes de châtaignier et je pense que ça marche bien. Le fumier de mouton, je pense que ça leur a plu parce que franchement, je trouve que c'est très 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 florifère. Regardez déjà là sur les premières fleurs du premier rang du bas. Il y a vraiment beaucoup de tomates. Bon, elles sont encore toutes petites parce que c'est un petit peu en retard. Ça, c'était les semis spontanés qui s'étaient faits dans la serre. Semis que j'ai quand même repiqués. C'est-à-dire que quand ils germent, ils sont tous les uns sur les autres. Donc ceux-là, je les ai repiqués ici et j'en ai repiqué dehors. Et c'est ceux qui ont eu la meilleure pollinisation au niveau du premier rang. Là, tout ça, c'est de la Berao. C'est un peu une tomate type romain qu'on va utiliser pour faire les coulis. C'est une petite tomate. C'est normal qu'elle soit pas très grosse, celle-ci. Et elle est super vigoureuse. C'est d'ailleurs celle-là qui est montée vraiment tout en haut. Elle peut faire 5 mètres de long et franchement celle-là elle est partie pour. Dans des bonnes conditions elle fait 5 mètres de long et là elle est partie sur ses 3 mètres alors qu'on est que fin juin quoi. Donc ça il n'y a pas de souci, je pense qu'elle va les faire. Par contre effectivement je suis en retard sur la maturation. Nous il a fait quand même assez froid. Jusqu'à assez tard, donc ça a mis longtemps à démarrer, ça a un petit peu souffert de ces températures froides. Pour l'instant j'ai l'impression que celles qui font le moins de petites tomates c'est la variété June Pink, mais elle n'est pas particulièrement précoce. C'est celle qu'on est censé garder, vous savez, jusqu'au mois de février parce qu'on peut les suspendre dans le grenier. Ça se prépare, il y en a quand même pas mal. Là, quand vous voyez, il y a vraiment plein de petites tomates. Alors, ma technique de cette année. L'année dernière, cette année, je poursuis la technique que j'avais fait l'année dernière. Mais un petit peu plus sévèrement, disons. L'année dernière, j'avais juste dégagé un petit peu au pied les feuilles pour pouvoir arroser et bien voir et que en gros, il n'y ait pas de problème de mildiou puisque j'avais été vaccinée de l'année 2021 où il avait fait que pleuvoir et où tout le monde avait chopé le mildiou. Et cette année, en fait, je suis remontée quand même à dégager les feuilles jusqu'à presque 80 cm. Je n'ai pas coupé les gourmands de toutes et il y en a quelques-unes où j'ai coupé les gourmands du premier étage ici. Et ensuite, là, j'ai tout laissé pousser.
Donc le risque, je pense, c'est qu'avec le poids des fruits, il y a tellement de lianes que ça va peut-être pencher, mais on va voir. J'ai mis quand même pas mal de petites ficelles et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de tomates. Pour l'instant, pas de problème sur la grosseur des fruits. Là, vous voyez qu'il y en a qui commencent à être bien grosses, celle-ci, donc je pense que ça va aller. Les Berao, c'est pareil, on est au calibre classique de la Berao. Donc je surveille, je regarde, j'analyse. Après, là, je pense que après au niveau du sol, il y a vraiment ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment mis le fumier de nos moutons, donc c'est quand même quelque chose de riche. Je crois que j'ai même rajouté un petit peu de crotte de poule dedans. Plus tout ce que j'ai taillé, vous voyez là, chaque fois que je coupe des tomates, c'est dessous, et puis j'en rajoute. Donc c'est toujours un petit peu, comme c'est coupé, ça va relâcher de l'eau un petit peu en se décomposant, puisque c'est quand même, c'est très mouillé. Donc voilà, et la serre, c'est le seul endroit que j'arrose bien, puisque à l'extérieur, on a quand même eu des pluies régulières, hein, une fois par semaine. Globalement, pas des énormes pluies, mais ça suffit pour entretenir le potager. Pourquoi j'ai dégagé autant ce premier étage de 80 cm, on va dire? Eh bien tout simplement parce que j'ai planté beaucoup plus de poivrons que les autres années. Là, il y a 12 pieds là dans la serre. Et du coup, ils ont quand même besoin d'un peu de lumière. Donc je me dis qu'en dégageant là comme ça, vous voyez, le soleil arrive à rentrer sur l'étage du bas. Contrairement à ici où c'est quand même très opaque. Là, ça arrive à rentrer et donc du coup, ça permet aux poivrons de bien se développer. Parce que j'ai remarqué un truc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on s'adapte. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de hauteur entre les nœuds de mes poivrons. Donc je me dis que peut-être qu'ils cherchent un petit peu la lumière. Donc voilà, j'ai dégagé un petit peu pour qu'ils puissent faire leur photosynthèse tranquille. Et bon, pour l'instant, je trouve pas que je suis particulièrement en retard sur les poivrons par rapport aux autres années. Ça va, ils commencent à se former, c'est pas mal. Au niveau des tomates, j'ai l'impression d'être en retard. Je me souviens plus l'année dernière, mais il me semblait que fin juin, j'avais eu ma première tomate rouge. Et là, je pense qu'on en est quand même vraiment loin parce que ça fait pas très longtemps qu'elles ont grandi comme ça. Elles sont encore en phase de croissance en taille, donc ça va pas rougir tout de suite, je pense. Regardez mes petites figues de Barbarie. Enfin, c'est pas vraiment la vraie figue de Barbarie, hein, mais c'est un cactus qui fait des fruits. Voilà, ça c'est un petit fruit de l'hiver. D'ailleurs, je vais l'enlever. Il sert plus à rien. Il a dû se faire ronger un petit peu, vous voyez. Ça c'est un petit fruit de l'hiver que j'avais pas mangé parce que celui-là était tout petit. J'espère que les autres vont être plus gros. Là, c'est sa 3e année, je crois. Et il commence à être vraiment gros. Et regardez toutes les floraisons qu'il a. Ça va être magnifique. Vraiment de belles fleurs. Il est très joli. Et il s'est vraiment bien expansifié. Là, c'est vraiment un endroit, on est vraiment dans les pierres, hein, vous voyez. Il pousse dans rien du tout. Il y a un tout petit trou minuscule de même pas 30 cm, quoi. Et il pousse là-dedans, à côté du mur. C'est très très sec, très très chaud. Et il est vraiment un endroit qu'il aime bien. Trop beau. Donc ça, c'est l'ail d'automne. C'est catastrophique vraiment cette année. S'il y a un truc que j'ai pas réussi, c'est l'ail. Et donc du coup, je vais la mettre à congeler puisque de toute façon, j'ai même pas attendu qu'elle finisse de mûrir puisque je voyais déjà que ça donnait rien du tout, que c'était que des toutes petites gousses. Vous voyez la taille des gousses, quoi. Les feuilles étaient déjà en train de sécher, ça n'aurait pas poussé plus. Donc là, on va le mettre au congélateur tout simplement, et puis on le coupera au gré des besoins. Et ça va quand même nous durer un petit moment, sachant que l'année dernière, on avait fait 2 petites boîtes. Donc en gros, grosso modo, 2 fois la quantité de ça qu'on a congelé et qu'on prenait au fur et à mesure. En gros, l'ail, on s'en sert surtout pour faire la vinaigrette et un tout petit peu pour saupoudrer comme ça. Mais c'est pas, on préfère les oignons. Voilà, l'ail, on n'en consomme pas des quantités industrielles. Disons qu'on se contente de ce qu'on ramasse. Hein. Peut-être qu'on pourrait, si on en avait plus, on en consommerait plus. Mais là, il nous en reste encore de l'année dernière, quoi. On l'a un petit peu économisé, mais en s'en servant quand même quand il fallait, quoi. Et voilà. Oh là, on a une bonne... Là, on a vraiment une bonne terre, vous voyez. Donc là, je vais mettre mes petits semis de salade. Et puis, je sais pas ce que je vais mettre... Ah, j'ai peut-être planté quelques poireaux, là, ceux qui sont dans la serre. Ouais, je vais aller faire ça. On va chercher les derniers poireaux restants. Du coup, je vais enlever les derniers poireaux qui restent dans la serre, parce que ils vont rien faire, là, en fait. Hein. Faut que je les repique.
Je savais pas où les mettre, donc maintenant qu'il y a la place qui s'est libérée, je vais mettre ça là-bas. Allez, voilà tous mes petits poireaux, coupés ici, coupés là. On va aller planter ça, je pense qu'il y en aura même un peu trop. Donc là, c'est mes petites salades apia. Donc là, j'ai mis juste en barquette, hein, je me suis pas embêtée à mettre en godet et je vais repiquer ça. Ça va nous faire en gros 1 mois de salade. Donc là, je vais bien arroser aujourd'hui. Après, demain, si je vois qu'elles font la tête, je réarrose un petit coup, puis après, plus du tout. Donc ensuite, j'ai profité du fait que j'ai repris cette planche de culture pour faire un petit peu propre dans mon allée. Donc là, j'ai cette allée qui est un petit peu paillée, mais pas trop. Donc il y a quelques petits trucs, tu vois, mais pas grand-chose. Ça, je le fais à la binette. Ça, c'est des outils qu'on se transmet de génération en génération. L'embout, là, celui-ci, il vient de ma grand-mère. Voilà. Et tous les manches, par contre, on a dû les refaire parce qu'ils étaient soit trop abîmés, soit pas à ma taille. Hein, parce que ma grand-mère a fait 1m50 et moi, j'en fais 1m80. Donc, il vous faut des outils grands. J'ai pas arrosé les allées, bien sûr, parce que si vous arrosez, les mauvaises herbes vont se mettre à repousser. J'ai acheté un appareil pour mettre sous vide les poches congélation. Ça prend vraiment beaucoup moins de place. Et là, on est en train de faire toute la mise sous poche du bélier. Donc, on a dû s'en séparer parce que malheureusement, il nous chargeait. Il chargeait les chevreaux, les brebis, les vaches, le bac d'eau. Il était complètement devenu fou là depuis plusieurs mois. J'ai tout testé. Je l'ai séparé des brebis parce que je m'étais dit que c'était parce qu'elles étaient en chaleur, etc. Donc, du coup, il était trop dangereux. Je voulais pas le vendre à quelqu'un pour qu'il y ait un accident. Donc, voilà, le pauvre, il a pas eu de chance. Il a fini en côtelette, voilà. Alors là, on va cirer des cadres de hausse. Donc j'utilise en priorité les anciens. Là, tout le matériel est ici rangé dans la grange, au sec, au propre. Donc ici, on a toutes les hausses. Les cordes de ruche, on en a juste un peu pour dépanner là, mais c'est tout. Ensuite, là, on va avoir les nourrisseurs. Là, c'est le stock de cire que j'ai fait fondre et que j'ai renettoyé pour utiliser pour fixer... les cadres de cire. Là, c'est le réchaud pour faire fondre. Ensuite, ici, on range nos gants. Les recharges de gaz, on prend 2 bonbonnes, ça dure longtemps. Là, on en a pour plus de 2 ans, voire même encore plus pour le réchaud, puisqu'on s'en sert presque que pour ça. Ensuite, ici, c'est tout le petit matériel. Alors ça m'a changé la vie. Pour tendre, avant, on avait ça. C'est un truc en plastique. Et pour le même prix, enfin genre peut-être 1 euro de plus, j'en ai pris un. Franchement, il est top en bois et en métal. Ça fait vraiment pas mal à la main quand vous serrez. Il y a besoin de moins de pression et ça le fait beaucoup mieux en fait. Donc vraiment mieux. Au niveau de la prise en main, de l'ergonomie, vous vous fatiguez pas, vous avez pas mal aux mains. Ça fait pas mal du tout, alors que celui-ci, ça fait mal. Ensuite, pour nettoyer les rainures, on s'est fabriqué un petit outil. Tout simplement en fait un tournevis plat penché comme ça là, et du coup ça nous fait exprès pour nettoyer les rainures. Donc ça, c'est du matériel qu'on laisse exprès de ce côté là. Il n'est pas revenu en gros dans la boîte à outils, on l'a transformé pour le miel, donc ça reste pour le miel. Ici, c'est tout ce qui concerne la cire, c'est-à-dire une vieille casserole, une boîte de conserve pour mettre la cire dedans. En fait, à chaque fois que vous mettez la cire dans quelque chose, il faut considérer que le contenant, il est bousillé, quoi. Après, vous allez trop galérer pour le nettoyer. Là-bas, j'ai encore de la cire que j'avais fait dans des petits moules. Et ça, c'est les barquettes pour plantes. Quand il y a des petits godets dedans, j'ai récupéré ça parce qu'en fait, je mets du papier et dedans, je m'en sers pour faire mes pains de cire. Je vais vous montrer. Hop. Donc, en fait, voilà. Voilà, après, ça me permet... voilà, après, vous avez des pains de cire de ce gabarit-là, ce qui correspond à la taille de ma boîte. Et je coupe des fines tranches pour mettre, donc c'est pratique. La trappe cadre, d'autres recharges de gaz, mais ce coup-ci c'est pour le chalumeau. Alors celui-là aussi, il est très pratique puisque en fait parmi les trucs, donc je vous avais dit qu'il y avait au niveau du matériel d'apiculture, il y a vraiment des choses où je m'embêtais vraiment comme pas possible, alors qu'en fait on a trouvé avec des outils simples une alternative. En fait, je ne savais pas, mais il y a des chalumeaux qui peuvent utiliser que debout comme ça et d'autres qu'on peut mettre dans tous les sens. Celui-ci, c'en est un qu'on peut mettre dans tous les sens. Et deuxième chose, celui-ci, il est à allumage automatique. Alors je vous montre. Hop. Et celui-là, il est à allumage automatique. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Attendez, je vous pose pour l'éteindre. Ça, c'est vraiment cool parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir tout le temps votre allumette ou votre briquet. Mais moi, je le prends en fait quand je descends aux ruches pour si jamais
mon enfumoir s'est éteint, je puisse le rallumer facilement. Quand vous avez les gants, là, les grosses patounes en cuir, vous n'allez pas pouvoir en fait utiliser un briquet. Enfin, c'est très compliqué, très difficile. Alors que ça, c'est un gros bouton, donc c'est super simple. Ça m'a changé la vie. Ça m'a changé et sauvé la vie. Sur tous mes anciens cadres, j'avais déjà brûlé, nettoyé, tendu les fils de fer. Comme ça, c'est prêt à faire feu et vous êtes organisé. Et du coup, vous perdez pas de temps. Là, maintenant qu'il m'en manque, je prends des tout neufs. Donc, vous voyez, là, le problème, c'est que les fils sont pas tendus. C'est là que je vais utiliser mon petit appareil vraiment cool pour retendre. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois tendu. Donc là, vous avez bien vu, c'est tout mou. Et là, tac, maintenant, tout est retendu comme il faut en fait. Ça vous frise le fil et ça le tend en même temps. Je vais pouvoir fixer ma plaque. Alors, il faut savoir que si votre fil n'est pas tendu, votre plaque ne sera pas bien mise. Et ensuite, donc ça, c'était un truc au départ, je le négligeais, on va dire. Je m'en foutais un petit peu. Je me disais, bah, qu'est-ce que ça fait? Après, la cire, elle va bien être prise dedans, on s'en fout. Et en fait, non, on s'en fout pas. Parce que sinon, après, à l'extraction, dans la centrifugeuse, eh ben, ça s'en va, en fait. Ça se décroche et c'est pénible. Et du coup, c'est aussi pour ça que la dernière fois, ma récolte avec l'extracteur manuel, ça a été très, très compliqué. Donc, je vous conseille de ne pas négliger ce petit temps qui prend quelques secondes avec les bons outils. Et après, vous serez tranquille. Franchement, s'il y a bien une discipline où je trouve que les petites erreurs, les petites simplifications que j'ai voulu faire ou les petites choses d'étourderie, c'est là où vous allez payer le plus cher comparé aux autres. Hein. Au jardin potager, c'est un peu moins grave. Mais alors là, franchement, je trouve que toutes les micro-erreurs que j'ai faites, elles m'ont... plus tard, genre quelques mois ou quelques années après, m'ont porté énormément préjudice parce que c'est vraiment au millimètre près certains trucs et sinon après vous faites avoir, vous faites piquer ou alors votre miel, vous galérez à l'extraire. Vas-y, tu leur expliques un peu là ce que tu fais s'il te plaît. Donc là, je viens poser le cadre sur le gabarit, coupé à la bonne taille. On le cale bien, histoire que la feuille soit bien collée au fil. Et après, on va venir terminer de coller juste un petit coup. Et on passe l'ongle pour solidifier ça. Et on le fait sur chaque fil. Le but, c'est de ne pas rester trop longtemps sur le fil, sinon ça va le casser. Je nettoie un petit peu les parties conductrices, parce que s'il y a un peu de cire dessus, ça passe mal. Hop. Donc là, c'est bon. Le dernier à faire. Oui, et là du coup tu peux leur dire c'est quoi? C'est juste c'est une batterie classique, n'importe laquelle. Oui, ça c'est la batterie du tracteur tondeuse. Qu'on remet dessus parce qu'en fait on voulait en prendre une au départ exprès pour ça, genre pour se faire son petit setup miellerie et tout. Sauf qu'en fait ça coûte quand même cher. Elles étaient combien un minimum 80 € à ouais, ça dépend. Mais sur internet j'en ai vu à 20 et quelques euros. Mais du coup on n'a pas pris ça. Finalement ouais, ça prend 2 secondes à la démonter du tracteur tondeuse. Donc, ouais voilà, parce qu'en gros on va s'en servir 2-3 fois par an maximum. Donc voilà. Parce qu'en plus, si on en garde une de côté, la batterie elle va se décharger. Enfin, c'est bref, du gaspillage. Vaut mieux qu'elle serve à plusieurs utilisations. Là, on va venir faire fondre la cire dans la burette. Donc, du coup, je mets mes petits blocs de cire que j'avais fait avec un bac à glaçons. C'est plus facile pour mettre là-dedans. J'en mets 3. J'en mets 3, 4, 5, 6. En fait, il faut juste que l'eau qui soit autour, ça fait un bain-marie en fait pour l'huile. Et après, on va la faire couler le long des cadres pour finir de souder complètement. Ça, c'est un petit réchaud qu'on avait trouvé à Decathlon pour 30 et quelques €. Il est vraiment pratique et pas cher. Pareil, il s'allume tout seul comme comment ça s'appelle, le chalumeau. Il est vraiment bien. Donc là, vous voyez, on y va avec cette brouette. Elle est vraiment trop, trop bien. Parce que vous pouvez mettre du coup 4, même 6 hausses dessus. Ça tient bien quand vous les mettez dans la largeur comme ça. Contrairement à la brouette classique de maçon, c'est pas du tout fait pour ça. Là, c'est bien adapté. Et celle-là, je l'ai eu pour 50 €, sachant que ça vaut 150 et que... Donc, celle-là, j'étais partie voir pour un gyrobroyeur. Et en fait, le gyrobroyeur, ça allait pas. Et j'ai vu ça au fond. J'ai dit, vous la vendez pas? Il m'a dit oui. Et du coup, 50 €. Voilà, donc là ça a été super rapide, elles ont été très mignonnes. Bon, en même temps, on n'a pas on n'a pas été vilains. Donc là, on a vite fait un petit peu dégagé devant, là, comme ça, c'est déjà mieux.
Celle-là, elle penche un peu, on aurait dû la remettre un peu plus droite. Enfin bref. Donc j'ai rajouté 3 hausses en tout. Une sur celle-ci, une sur celle-là. Donc ça, c'était 2 qui avaient essaimé. Donc elles ont été un peu longues à redémarrer, le temps de reconstituer l'essaim. Celle-là, là, c'est un essaim de cette année. Il est bien parti. Et celle-ci, par contre, je vais devoir prendre du couvain de cela, mais je vais attendre de récolter le miel. Je prendrai un peu de couvain pour le leur mettre. Ça fait croire qu'il y aura peut-être plus de couvain. Enfin bref. Je sais pas comment on va faire, mais je trouve qu'elle est un petit peu faible. Sauf que là, il y a trop de hausse, donc je vais pas pouvoir prendre dans les autres. Et là-bas, du coup, dans celle-ci, elle est ultra populeuse et il y a 4 hausses. Mais je sais pas si c'est une erreur ce qu'on a fait, si on a bien fait d'en mettre 4. Parce que ça me paraît un peu haut. J'ai trop peur que s'il y a une tempête ou quoi, ça fasse un peu trop de prise au vent. Parce que vous regardez, c'est un peu la tour de Pise là-bas. Hein. Voilà, donc je suis contente parce que vraiment là, ça bosse bien. Ça va être, je pense, une bonne année, sachant que là, le châtaignier commence tout juste à fleurir. Donc là, la dernière hausse, ça va être du miel de châtaignier, ronces et les lavandes aussi, elles sont en train de sortir. Donc lavande, ronce, châtaignier, ça va être très très bon. Non, je suis vraiment très contente. Là, regardez comme c'est garni, c'est vraiment chouette, très chouette. Nana! Nana! Hop. Donc il y a toujours une marge de progression hein, et je fais encore des erreurs. Hein. Là, les oignons. Vous voyez, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Il va falloir commencer à... Je pense que bientôt... Là, j'attends juste que ça sèche. Ceux qui sont pas montés en graines, franchement, ils sont beaux. Hein. Oula, failli les écraser. Ceux qui sont pas montés à graines sont jolis. C'est la première fois que j'ai des si beaux oignons. Vous voyez. Ouais, d'habitude, nous, on n'a pas des oignons si jolis. Hop. Donc là, le sol est recouvert, mais pas trop. Hein. Ça, c'est recouvert avec, en fait, la roche que j'ai pas mangée et qui est montée en graines. Je l'ai mis au sol. Donc ça fait ce couvert-là. Et non, c'est cool. Alors, par contre, les oignons que j'avais mis au printemps, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui leur arrive, mais regardez, ils ont soif. Et ouais, je pense que c'est juste qu'ils crèvent de soif. Ou alors les autres ont tout pris parce qu'ils sont plus gros, je sais pas. Non, c'est bizarre, c'est très aléatoire. Pourquoi il y en a qui sont montés à graines, d'autres non. Ceux qui sont pas montés à graines sont magnifiques. Ah oui, on va aller voir les oignons de semis. La première fois que je réussis mon semis d'oignons. Donc là, ils sont avec les carottes. Ça, c'est le semis de février. Alors... Le bulbe, non, il est pas gros pour l'instant. Hein. Voilà. Ils sont plus jolis. Là déjà les semis sont plus en meilleure forme. C'est peut-être avec le feuillage des carottes que ça permet de garder la fraîcheur, mais on voit qu'ils sont pas du tout secs comme les autres. Il va falloir que je repousse un peu par contre les haricots, parce que les haricots étouffent tout. Voilà. Tac, les haricots qui grimpent là, tout en haut. C'est cool, ça fait plusieurs dimensions, c'est pas mal. Et regardez comme c'est beau. Là, les courgettes, faut que demain je passe ramasser. Là derrière, il y a la serre. Regardez là le pommier sanguinol, toujours aussi beau. Regardez, c'est rigolo, je viens d'ouvrir les pommes du pommier sanguinol pour voir comment elles étaient dedans. Et c'est trop drôle, regardez les pépins, comment ils sont roses, rose fluo. Je sais pas si vous les voyez aussi rose fuchsia que moi. C'est vraiment marrant. Bien sûr, c'est qu'ils sont pas mûrs encore. Hein. C'est encore très pas bon. Donc là au programme, on va se faire des repas d'avance pour demain et après-demain. Donc on va faire quiche aux chèvres avec un oignon, plus salade haricots, œufs durs, je pense, quelques pommes de terre. Et ça c'est du basilic en conservation, donc des cubes en fait, huile d'olive, basilic et peut-être je mettrai une petite gousse d'ail, je ne sais pas encore. Voilà. Ça sera genre en gros quand on fait une vinaigrette l'hiver, tu sors un carré
un carré du congélateur et tu le mets dedans et voilà. Alors il faut savoir que ça se sèche pas très bien le basilic, ça perd son goût. Enfin, moi je l'ai fait l'année dernière, je trouvais que c'était pas terrible. Donc du coup je tente une autre technique, là on va faire par congélation pour essayer de préserver le goût. Donc là j'ai fait le fromage à partir de base yaourt, celui-ci c'est pas avec la présure comme les feta de l'autre jour. Et celui-là je vais m'en servir pour la quiche, pour faire la base de la quiche. Voilà, je viens de l'enlever du tissu sur lequel il est goûté. Donc là, la salade, elle est prête. Au niveau de la quiche, je vais la mettre au four. Donc j'ai mis dessous une pâte brisée que j'ai fait avec... j'ai mis juste une pâte brisée, donc c'est vite fait au Thermomix, de la farine, de l'eau, du beurre. Voilà, c'est ça les seuls ingrédients, un peu de sel. Ensuite, par-dessus, j'ai étalé mon fromage de chèvre frais. Ensuite, j'ai mis une couche de courgettes. Et par-dessus, j'ai mis de la pâte à quiche, quoi. Donc en gros, j'ai mis 2 œufs, une lampée de lait de chèvre pour que ça soit un petit peu plus liquide. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? 2 œufs, du lait et une cuillère à soupe de farine. J'ai mixé et j'ai mis là-dedans. Et j'ai mis des crottes de fromage sur le dessus. Là, je vais mettre un petit peu de sel. Et c'est tout, je mettrai le basilic à la fin. Du coup, ce soir, c'est de la semoule avec des courgettes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de semoule, hein, mais c'est pour quand même faire un espèce de féculent un peu sec. On a mangé des patates toutes les semaines, donc là, on en a un peu marre. Et des petits restes de mouton, là, quand on a fait la découpe, il y avait des petits morceaux comme ça qui ressemblaient à rien du tout. Du coup, on se les fait à la poêle. Voilà, c'est quand même sympa, ça se mange. Ça fait un petit peu de viande dans le repas. Voilà, donc ça, c'est le bélier. Écoutez, le basilic, je vais bien le sécher et je vais le passer mixé avec de l'huile d'olive. Donc voilà mon petit mélange de basilic. Maintenant, on va remplir tous les glaçons. Donc là, c'est des plaques de 18. Donc en gros, vous en avez 54 petits glaçons. Donc là, après 24 heures, j'ai tout démoulé et maintenant, je mets dans des petites boîtes que je vais utiliser au fil de la saison. Alors j'espère que ça va me faire l'année, j'ai pas envie d'en faire 40 000. Hop, voilà, donc ça sera plutôt pour l'hiver. Donc voilà ce que ça nous donne, notre petite salade. Il y a des œufs durs, haricots, pommes de terre. Et là, du coup, c'est notre petite quiche, courgettes et nos chèvres, notre chèvre maison. Voilà, courgettes, chèvres.